Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là et d'avoir choisi de venir dans ce beau dôme au Planète Océan pour cette 4e édition du forum Le Monde Nouveau pour une masterclass assez inédite sur un sujet fondamental qui nous tenait à cœur cette année de mettre à l'honneur, interroger notre rapport au vivant. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui pour se questionner, pour nous questionner sur ce grand sujet, Sabrina Filion de Wild Legal. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ainsi que Victor Kilikini de All for Trees et beaucoup d'autres choses que tu vas nous présenter. Rendez-vous donc maintenant effectivement sur ce sujet dont on parlait sur le vivant. Sabrina, en quelques mots, est-ce que tu peux nous représenter un petit peu ton parcours ? Oui, donc moi je suis juriste en droit de l'environnement et je suis chargée de mission au sein de l'ONG Wild Legal, qui est donc une association majoritairement composée de juristes qui sont convaincus que pour qu'on réussisse la transition écologique, il faut qu'on passe par une transition de nos rapports au vivant, intimement, mais aussi dans nos relations en fait, au sein du droit. Il faut qu'on fasse évoluer le droit pour qu'il puisse prendre en compte ce changement de paradigme. Pardon. Donc on défend des réformes du droit existant qui visent à faire évoluer notre rapport au reste du vivant, au non-humain. Et voilà, pour plus les considérer comme des objets. Mais je développerai ça plus tard. Génial. Merci Sabrina. Victor, je te laisse quelques instants également pour te présenter. Ouais. Donc moi, je m'appelle Victor. Je suis activiste pour le climat et étudiant en master d'écologie de la conservation. Donc pour devenir chercheur en écologie, donc tout ce qui est biodiversité et climatologie. Et je suis activiste à côté, fondateur de All for Trees, qui est une association qui avait pour but de soutenir les projets de reforestation et d'anti-déforestation à travers le monde. Et donc ça, on l'a monté suite à la COP21, donc il y a quelques années. Aujourd'hui, ça marche tout seul, donc j'ai plus besoin d'y être. Et je suis porte-parole du mouvement On est prêt, qui est un mouvement de mobilisation autour de la justice sociale et de l'écologie. Et le but, c'est vraiment d'essayer de montrer qu'un autre monde est possible et d'autres valeurs et une autre culture est possible qui nous permet de vivre durablement sur cette planète. Bah écoute, merci pour cette belle introduction. Merci à tous les deux parce qu'effectivement, ça donne envie. Et puis, on l'a vu malheureusement depuis hier et puis depuis notre quotidien, je pense à chacun, à vous comme à moi, qu'il faut se battre, effectivement. Et on évoquait en préparation de cette table ronde, de cette belle masterclass, on évoquait notamment le documentaire Pourquoi on se bat, qu'on a eu la chance de voir hier soir. Une masterclass, effectivement, vous le savez maintenant que vous connaissez ce principe, c'est des échanges, des conversations en profondeur sur des sujets importants. Et on a choisi effectivement de séquencer un peu en 2 parties. Je vais donc laisser complètement la parole à mes intervenants. Et ensuite, on aura une 3e partie tous ensemble. Donc si vous avez des questions, réservez-les pour après. Victor, je crois qu'il te revient à toi d'initier cette masterclass. Bon, bienvenue déjà. Si vous voulez prendre des notes, il y aura peut-être quelques chiffres qui vont être un peu chiants, mais hyper intéressants. Voilà, en fait, aujourd'hui, on va parler du rapport au vivant. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup réduit la crise écologique à une question climatique, à une question simplement de carbone, souvent presque que d'énergie, alors qu'on est en plein dans une crise de la biodiversité. Et rapidement, en fait, on est dans un monde où on pense que notre but, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on habite la Terre durablement. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on cohabite la Terre durablement. On a un peu oublié qu'on n'était pas seul au monde, qu'on partageait cette Terre avec, je ne sais pas si vous avez des ordres de grandeur, mais imaginez combien d'espèces vivent sur cette Terre. Les chiffres qui sont sortis, c'est à peu près 10 millions d'espèces. Et nous, on vit nos vies comme si on était les seuls sur cette planète. Et donc c'est véritablement essayer de repenser notre monde avec ce vivant parce qu'il est indispensable à notre existence. Si demain on règle les problèmes de climat juste avec une neutralité carbone, on sera toujours autant en danger. Les océans seront toujours autant à l'agonie et vidés de poissons et de mammifères. On aura toujours plus de pollinisateurs, des écosystèmes rasés. C'est beaucoup plus grave que juste une solution de neutralité, une question de neutralité carbone, et donc de solutions techniques qui pourraient résoudre ce genre de problème. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans nos actions. Et ça nous met en danger. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question pourquoi est-ce que le vivant est aussi important pour nous ? Qu'est-ce qui fait qu'un monde est vivable ? Et qu'est-ce qui fait qu'un monde est agréable à vivre ? Et pour ça, c'est intéressant de se poser la question à quoi ça ressemble un monde où il n'y a pas de vivant. En fait, la planète Terre sans le vivant, finalement, c'est une planète qui n'a rien d'extraordinaire.
Peut-être les températures sont assez agréables, mais pour tout le reste, c'est un paysage lunaire, il n'y a que de la roche, il n'y a pas d'oxygène, parce que tout l'oxygène qui a été créé sur Terre, c'est grâce aux vivants, c'est grâce à notre famille élargie. Et il n'y a pas non plus de printemps, parce que évidemment, il n'y a pas de pollinisateurs. Il n'y a pas de sol non plus, parce qu'il n'y a pas de micro-organismes. En fait, c'est une terre qui est invivable. Et donc nous, à détruire ce vivant, en fait, on est en train de nous détruire nous-mêmes, parce que c'est nos conditions. Ce qui fait que la terre est agréable à vivre pour l'homme, c'est ces autres vivants. C'est tout plein de services écosystémiques. Et juste pour vous redonner des chiffres aujourd'hui de l'effondrement de ce vivant, rien qu'en Europe, en 40 ans, on a perdu 800 millions d'oiseaux. C'est une nouvelle étude qui est sortie. 800 millions d'oiseaux, pour vous donner un ordre de grandeur, la population humaine en Europe, c'est 450 millions à peu près. Donc c'est-à-dire qu'en 40 ans, on a perdu presque 2 fois la population humaine en termes d'oiseaux, c'est considérable. Et par exemple, pour les espèces agricoles, les chiffres sont encore pires, parce que c'est ceux qui sont le plus touchés. On a une perte de 56,8% des effectifs. C'est-à-dire que c'est comme si on allait en 40 ans. Donc c'est comme si on allait dans un champ et on prenait un fusil et on tirait sur un oiseau sur 2, si ce n'est plus. Donc tous les chardonnerets, tous les pics-et-pêches, tous les pics-grièches, tous ces animaux qu'on connaît presque pas, ont disparu sans qu'on le voit. On a aussi perdu, il y a des études qui montrent qu'on a perdu, ils ont étudié plein de populations de mammifères à travers le monde, et ils ont montré qu'il y avait une baisse des effectifs d'environ 70% en moyenne. Ce qui est énorme. On est vraiment en train d'affronter la 6e extinction de masse. Il y a une étude en Allemagne qui a été faite dans les réserves naturelles qui montre que, en fait, ils ont regardé sur 30 ans les quantités d'insectes qu'il y avait dans ces réserves, et en termes de biomasse. Donc biomasse, c'est en termes de poids d'insectes. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait une baisse d'environ 75% des effectifs. Et c'est extrêmement grave, parce que finalement, c'est tous nos écosystèmes, toute notre agriculture qui est basée sur ce genre de services écosystémiques. La pollinisation, c'est extrêmement important. Non seulement on peut perdre les pollinisateurs, mais on peut aussi perdre les oiseaux qui régulent les insectes et qui du coup, peuvent encore plus, et qui permettent de, par exemple, réguler les ravageurs ou les maladies à travers les cultures. Si on perd ça, on perd énormément de services écosystémiques qui vont nous coûter très cher, aussi bien économiquement que simplement pour pouvoir vivre. C'est un peu grave, comme vous pouvez le voir. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a des solutions, et que c'est pas si complexe que ça, c'est juste qu'on les connaît pas. Par exemple, on a montré dans la communauté scientifique qu'il y avait 5 grandes causes de l'effondrement du vivant. Je ne sais pas si vous les avez en tête, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. Et essayez d'imaginer, je ne sais pas si vous voulez lever la main et me dire ce que c'est. Sinon, je vais enchaîner. Mais en gros, rapidement... on pense souvent que les océans sont en train de mourir à cause du plastique. C'est vrai, mais ce n'est pas vraiment la première cause. On pense souvent que c'est une question de climat. En fait, aujourd'hui, tous les effondrements qu'on a vus des écosystèmes, c'est arrivé bien avant les premières conséquences du réchauffement climatique. Et en fait, ces 5 causes, on va le revoir après, mais juste pour vous les initier, la première cause d'effondrement du vivant, c'est la destruction des habitats. C'est-à-dire on déforeste, on rase pour faire principalement de l'agriculture, de l'urbanisation aussi. On verra ça après. La deuxième cause, c'est la surexploitation. Donc en fait, c'est tout ce qui est chasse, surpêche. En fait, simplement, nos océans sont en train de mourir aujourd'hui, non pas parce qu'il y a trop de plastique, mais parce qu'on est en train de les vider de tous les poissons, peu importe l'équilibre écosystémique qu'il y a. Parce qu'en fait, on a besoin de nous tous, enfin on n'a pas besoin, on a envie de manger du poisson alors qu'on habite à 200 km des littoraux, par exemple, pour Paris. Et qu'on ne peut pas continuer sur cette chose-là, parce qu'on est sur cette trajectoire, parce qu'on est beaucoup trop nombreux pour pouvoir manger autant de poissons et pour prétendre que tout va bien. Donc cette deuxième cause, c'est la surexploitation. La troisième cause, c'est les espèces invasives. Donc ça, c'est en fait avec notre mondialisation, avec nos superbes idées, on a mis des espèces là où elles ne devaient pas être. Par exemple, il y a eu le crapaud buffle en Australie, qu'on a mis dans les champs pour essayer de limiter des ravageurs, des insectes volants. Et donc du coup on a mis des crapauds buffles en pensant qu'ils allaient les manger. Il s'avère qu'en fait les crapauds buffles ne mangent pas d'insectes volants parce que c'est trop haut, ils mangent des insectes qui sont au sol, et en plus ils sont toxiques. Donc en fait quand on les a intégrés dans cet écosystème, tous les serpents, tous les reptiles qui mangeaient ces crapauds sont morts. Ça a entraîné déjà des fortes dégradations des populations de ces espèces. Mais en plus, du coup, toutes les proies de ces anciens prédateurs, comme les prédateurs ont été décimés, ils ont envahi encore plus l'écosystème, et ça a créé des dégâts énormes, des effondrements, des cascades d'effondrements d'espèces.
Donc ça, c'est la troisième cause. Donc on a vu destruction des habitats, surexploitation, donc c'est surpêche, chasse, etc. Les espèces invasives exotiques. La quatrième, et c'est là que ça arrive qu'en quatrième place, c'est toute la pollution. Donc les pesticides, le plastique dans les océans par exemple, c'est qu'en quatrième position. Donc il faut vraiment qu'on comprenne que c'est bien d'arrêter de mettre du plastique, d'être zéro déchet ou d'arrêter le plastique dans les océans, ce qui est un peu évident. Mais pourtant, en fait, la vraie chose qu'il faudrait faire pour sauver les poissons, c'est pas d'arrêter le plastique, c'est d'arrêter de manger les poissons. Donc c'est intéressant d'avoir ces ordres de grandeur. Le dernier point, qui est en fait la plus grande menace, mais qui est encore que la cinquième cause, c'est la crise climatique. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient recouvrir un peu toutes ces premières causes pour secouer encore plus le mur qui est déjà fragile d'espèces. Et ça risque de créer encore plus de gros problèmes. Donc du coup, on arrive du coup à ce schéma qui est ces 5 causes. On va en parler un peu plus après du coup de ce que nous on peut faire en tant qu'individu, en tant que collectif, en tant que consommateur, mais aussi en tant que citoyen. Et ça montre aussi un rapport au vivant qu'il faudrait qu'on repense. On en parlera juste après. Mais d'abord, voilà, je pense que face à l'effondrement du vivant, il va falloir qu'on reconsidère comment est-ce qu'on fait société. Et un domaine qui est hyper important, c'est le droit. Donc Sabrina, je te laisse. Oui, merci. Donc oui, en effet, le droit, c'est un domaine qui est fondamental pour pouvoir obtenir un changement effectif. Donc comme l'évoquait Victor, protéger le vivant, c'est indispensable pour répondre à l'urgence de la crise écologique dans laquelle on se trouve. Et c'est même dans notre intérêt premier à nous humains, puisqu'on est totalement interdépendants avec les composantes de la nature, les milieux aquatiques, les sols, les espèces de faune, de flore. Et en fait, sans leur bonne santé, sans la bonne santé environnementale, j'ai du mal avec le micro, la bonne santé humaine est totalement impossible. Donc même sous un angle très égoïste et très anthropocentré, on a besoin absolument de changer ce rapport au vivant. Et ce lien, en fait, cette symbiose, elle peut nous paraître évidente comme ça quand on y réfléchit, mais pourtant on se rend compte que nos règles de droit, nos modèles de gouvernance, nos institutions prennent pas forcément la mesure de ces limites intrinsèques aux activités humaines. Et donc c'est ça tout l'enjeu aussi avec le droit, parce qu'on se rend compte que beaucoup d'activités humaines sont légales. Si je pense, là tu en évoquais certaines, mais la poursuite légalement de l'artificialisation toujours plus large des sols, la poursuite légalement de la production de polluants dont on ne sait pas se débarrasser, la consommation dans des proportions donc, que la Terre ne pourra pas supporter indéfiniment. Tout ça, ce sont des activités qui sont légales. Et donc ça questionne aussi nos bases légales. Donc on vit, comme je disais, dans un droit qui ne prend pas la mesure de ces seuils à ne pas dépasser pour pouvoir continuer d'habiter la Terre dans de bonnes conditions. Donc individuellement, c'est fondamental de prendre conscience de notre lien à la nature, mais collectivement aussi, il y a un échelon à passer dans notre droit pour prendre ce virage et pour prendre la mesure en fait, de ce que ça implique collectivement. Et donc, nous, finalement, à Wild Legal, c'est l'association dans laquelle je travaille, c'est ce qu'on essaye de faire, de manière complémentaire avec ce rapport intime. On essaie de faire reconnaître au sein de notre droit, donc notre droit, c'est nos règles collectives, ces réalités écologiques. Et on essaie de protéger la nature elle-même, et pas seulement, en tout cas, on essaie d'instiller, de faire infuser, en tout cas dans notre droit, la protection de la nature pour elle-même, et pas forcément toujours par rapport dans une vision anthropocentrée à l'usage dont l'humain fait de la nature, à l'usage de la nature pour l'humain. Donc cette rupture, il faut qu'elle intervienne pour devenir notre fondement politique et pour qu'on ait en fait un projet politique commun qui soit plus qualitatif aussi. C'est vraiment un enjeu, enfin en tout cas pour nous, c'est un enjeu de qualité pour notre droit. Et donc cette philosophie du droit, je ne vais pas l'attribuer à Wild Legal, c'est pas du tout une invention franco-française. Elle s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qui s'appelle le mouvement des droits de la nature.
Et donc peut-être que je peux vous présenter ça en quelques mots pour que vous compreniez un peu mieux de quoi il s'agit. Et après, quand on parlera d'actions concrètes, je vous présenterai quelques leviers d'action qu'on essaye de développer en France, dans notre droit, pour le faire évoluer. Donc je parlais d'un mouvement des droits de la nature parce qu'en fait, on se rend compte que ce constat, il n'est pas du tout franco-français. C'est quelque chose dont beaucoup de juristes, d'associations, de volontaires, c'est quelque chose auquel toutes ces personnes réfléchissent à travers le monde. Et depuis les années 70, à la suite de la publication d'un livre très important de Christopherson, qui s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?», on s'est mis à questionner au sein du droit la possibilité de le faire évoluer et de renforcer notre protection, de faire évoluer notre législation pour reconnaître des droits fondamentaux à la nature. Donc en fait, reconnaître des droits fondamentaux à la nature, ça peut paraître un peu farfelu, parce qu'on pense tout de suite aux droits fondamentaux des humains. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout des droits fondamentaux qui seraient calqués sur les droits humains. C'est des droits fondamentaux par rapport aux besoins des écosystèmes, par rapport à ces limites, pour qu'on puisse les reconnaître en pratique. Et ces intérêts-là, je vais prendre quelques exemples parce que c'est toujours beaucoup plus parlant, ce serait le droit pour un fleuve à s'écouler librement, à ne pas être pollué, à être entretenu, à la régénération de ses cycles vitaux. En fait, on pourrait parler de bon sens, mais notre droit, il ne prend pas en compte ces éléments-là en amont. Donc c'est ça l'idée, c'est pas d'humaniser la nature, mais c'est plutôt d'adapter les textes qui régissent nos sociétés aux limites du vivant. On pourrait parler de... Ah oui, c'est beaucoup mieux. On pourrait parler des lois du vivant, adapter notre droit aux lois du vivant. C'est ça toute l'idée, pour traduire en droit en fait, tout ce dont on parle pendant cette conférence. Et vous connaissez sûrement le concept des limites planétaires. Donc, je ne sais pas si tu l'évoqueras ensuite, mais donc, une 6e limite planétaire a été dépassée donc, cette semaine, celle relative à l'eau douce. Et en fait, ce concept, c'est tout à fait cette idée des droits de la nature. C'est de prendre en compte ces seuils à ne pas dépasser pour pouvoir continuer à vivre dans de bonnes conditions. Donc voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, il s'agit de renforcer la protection des intérêts de la nature en dehors de toute considération économique, en fait, indépendamment de l'utilité de la nature pour l'homme. Et donc, selon les cultures juridiques, je vais vous donner quelques exemples de consécrations qui ont déjà eu lieu. Ça se fait de différentes manières parce que toutes les sociétés n'ont pas le même rapport à la nature. Parfois, dans les pays d'Amérique latine, c'est un rapport qui est tout à fait différent du nôtre, le rapport à la nature culturellement en fait dans la société. Mais donc pour vous donner quelques exemples dans lesquels à chaque fois l'idée c'est le socle commun de toutes ces évolutions, c'est de faire de la nature un sujet de droit et plus un objet dont on dispose, parce qu'aujourd'hui les composantes de la nature on les considère comme des objets, donc elles sont à notre disposition. Elles sont finalement soumises à notre volonté, nous humains. Donc là l'idée c'est d'en faire un sujet de droit. Et c'est ce qu'a fait par exemple la Nouvelle-Zélande en 2014 et en 2017 en octroyant la personnalité morale au parc Te Uruvera et au fleuve Wanganui. La Constitution en Équateur aussi a intégré dans un de ses articles, donc il faut imaginer la Constitution c'est vraiment le texte fondateur, le texte suprême du système de droit, la Pachamama, donc c'est la terre-mère, on parlerait de planète dans notre culture plus occidentale. Et donc elle a été consacrée comme une entité naturelle qui est dotée de droits. Là aussi, c'est vraiment représentatif de ce mouvement et de cette volonté d'améliorer en fait, le droit de l'environnement. Et on a aussi des exemples dans des cultures juridiques qui nous sont beaucoup plus proches, notamment donc sur les îles Loyauté, qui se trouvent en Nouvelle-Calédonie française, où dernièrement, en juin 2023, les requins et les tortues marines qui ont été reconnus comme des sujets de droit. Et en fait, ce sont des animaux totems dans la culture kanak, ce qui explique pourquoi ces deux espèces-là ont d'ores et déjà une protection renforcée. Mais on peut imaginer à l'avenir que ça s'étende à d'autres entités, de manière à améliorer le droit aussi sur d'autres
sur d'autres composantes. Et on a un exemple très fameux aussi en Espagne, donc pays de l'Union européenne, sur la lagune de la Mar Menor, qui s'est vu reconnaître donc une personnalité juridique l'année dernière, avec des droits donc très concrets pour elle, qui sont opposables devant l'administration et devant la justice, comme les droits que j'évoquais tout à l'heure, à l'entretien, le droit à la restauration, le droit d'exister en tant qu'écosystème. Et donc ça, c'est un exemple très inspirant pour le cadre français, parce qu'on est dans une culture juridique assez proche de la nôtre. Et donc on peut tout à fait imaginer travailler sur des écosystèmes qui nous sont proches, qui nous sont propres, et créer ce type d'encadrement qui est faisable et qui permet d'aller plus loin. Je ne sais pas si on évoque peut-être quelques leviers d'action avant que je parle des leviers d'action de Wild Legal. Oui, effectivement, je pense que... Oui, tout à fait. C'est vrai que là, tu évoquais aussi, je pense que c'est aussi un sujet sur lequel on peut échanger un petit peu plus tard, peut-être, sur cette... fondamentalement, finalement, la façon dont on voit la nature, tu le disais, c'est dans des cultures qui ne sont pas occidentales, où on a commencé, bien avant nous, effectivement, à redonner sens, finalement, aux droits de la nature, etc. Et malheureusement aussi, si je fais le lien avec Victor, les grandes causes d'extinction de la biodiversité dont tu parlais, c'est aussi quand même des pays, des continents, des zones géographiques qui sont malheureusement touchées. Tu parlais de la déforestation, du réaménagement des sols, etc. Tu veux revenir peut-être? Rappelle-nous, donc les 5 causes, c'est pour vérifier si tu es toujours au courant toi-même. Les 5 causes, petit rappel, donc la destruction des habitats, donc tout ce qui est fragmentation, déforestation, etc. La surexploitation, donc tout ce qui est pêche, surpêche, les espèces invasives, exotiques, la pollution et ensuite la crise climatique. Rapidement, en fait, je trouve que ça parle vraiment de notre rapport qu'on a aux autres vivants. Je pense qu'on est profondément d'accord que les animaux ne sont pas là pour nous. Et pourtant, dans toutes nos actions, on vit un peu comme si on était seul au monde. Et je pense que c'est intéressant, par exemple, et on en parlera après, parce que c'est ça que je voulais aborder aussi, c'est que d'un point de vue purement scientifique, il y a des pistes d'action, comme l'alimentation, qui sont profondément impactantes sur le vivant. Donc on va en parler juste après. Et bizarrement, en fait, ça va aussi avec notre rapport aux animaux, rapport aux autres vivants, et notamment aux animaux, aux autres mammifères, qui sont notre famille élargie. Si on regarde les 3,8 milliards d'années d'évolution, qui ont mené à toutes ces formes de vie différentes, finalement, on est quand même extrêmement proche de ces autres vivants, de notre manière de ressentir les choses, d'avoir des émotions complexes, de créer des liens sociaux entre nous. Il suffit de les observer un peu et on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun. Et on en parlera après de pourquoi est-ce qu'il faut principalement végétaliser son alimentation, mais surtout aussi penser à quel rapport on peut avoir aux animaux quand on en envoie, par exemple, en France, par jour, 3,2 millions dans des camions pour ensuite les envoyer à l'abattoir pour ensuite nous nourrir. Je trouve qu'il y a vraiment une appropriation de leur vie qui est questionnable. Je ne dis pas qu'évidemment, il faut tout abolir tout de suite, mais on a vraiment des grosses questions à se poser sur ça. Et en plus, si on met tous les mammifères sur une balance, aujourd'hui, les humains pèsent à peu près 36% du poids. Le bétail et tous les animaux domestiques pèsent 60% du poids. Et les 4% restants, c'est les animaux sauvages. Alors qu'il y a 10 000 ans, et avant, l'humain représentait seulement 1%. Juste avant la révolution agricole, l'humain représentait 1% de ce poids-là, et tout le reste, c'était des animaux sauvages. En fait, on a écrasé le vivant avec notre manière de vivre, et en plus, en l'exploitant. Et dans notre manière de vivre aujourd'hui, finalement, ce qu'on appelle la nature, qui est en fait juste plein d'autres civilisations différentes, d'autres groupes de vivants qui vivent juste différemment. J'ai perdu mon point. Non, ce qu'on appelle cette nature-là, finalement, en fait, c'est énormément de formes de vie différentes, et nous, on l'a réduit aujourd'hui à un simple décor, à une nature que soit on exploite, soit on sanctuarise. Et donc du coup, c'est vraiment, il y a une dualité entre l'homme et ce qu'on appelle la nature, qui sont les autres vivants, en mode nous sommes le centre du monde, et le reste est dans notre décor, notre paysage, et on peut se servir comme on veut, on peut piller, etc. Il n'y a pas d'échange. Alors que pourtant, tous les écosystèmes, tous les êtres vivants échangent constamment entre eux. Et en fait, quand on les met au second plan de nos vies,
Parce que c'est vrai, si on regarde, en fait, nos vies, finalement, on vit entre humains, on se discute entre humains, on a des interactions principalement qu'entre humains, et on ne les a plus dans nos vies. Les villes, je trouve ça très triste, parce que c'est une représentation parfaite de ça, c'est qu'on s'est créé notre monde entre humains au sein du reste du monde, et donc du coup, on peut les détruire sans problème, parce que finalement, on ne les voit pas, et on ne les connaît pas, et on les a oubliés. C'est un peu les victimes oubliées d'un monde que l'on croit seulement pour les humains. Et quand on arrive à cette réalisation-là, en fait, on se rend compte que peut-être qu'une des grosses voies, et c'est ce que par exemple parle Baptiste Morisot, une des grosses voies pour inverser cet effondrement du vivant, c'est de se reconnecter à lui. C'est de recréer des interactions pour ne plus voir tout ce qu'on voit au-dessus qui passe comme de la nature, mais comme plein d'êtres différents et de repenser nos interactions. Moi, par exemple, j'ai rencontré mes nouveaux voisins il y a quelques semaines. Ils habitent dans une haie. Ils sortent le soir parce qu'on ne doit pas les déranger. Ils sont un peu bizarres, mais finalement, ils sont très similaires à moi parce que finalement, ils ont une famille, ils jouent, les enfants embêtent leur mère. Et c'est des petits renards que je vais voir un peu souvent. Et je me dis, mais en fait, quand on se pose ici et qu'on les observe et qu'on les voit vivre leur vie sans nous, il y a un truc de... En fait, ils vivent très bien sans nous. On n'est pas le centre du monde. Il y a un truc ce monde-là existe, qu'on soit là ou pas. Et qu'est-ce qu'on est, nous, pour juste raser ces écosystèmes, en faire notre agriculture, bétonner comme on veut, et pas penser ça dans toutes nos considérations politiques, dans toutes nos décisions qu'on fait, même par rapport à l'environnement, on les oublie énormément. C'est vraiment, on oublie les 10 millions d'autres espèces comme si on était les seuls. Et je pense que ce rapport au vivant et cette reconnexion avec les autres formes de vie qui existent, c'est fondamental pour essayer de repenser un mode de vie où on est en interaction avec eux. Moi, j'adorerais le jour où je partirais à l'école, je dirais bonjour au piquet pêche qui est juste à côté. Je ne vais plus à l'école d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je dirais bonjour, mais je vois mes enfants, c'est pour ça que je n'ai pas non plus, donc ça plus encore pire. Non, mais voilà, on partirait au travail, on partirait voilà, et en fait, on se rendrait compte que finalement, on n'a pas juste notre vie et le voisin Roger et Daniel au bout. En fait, on a aussi la chouette effraie qui vit là et qui chasse juste là. Donc, on ne peut pas juste bétonner comme on veut. Il faut apprendre à cohabiter réellement avec ces formes de vie. Et moi, je rêve de ce moment-là où, genre, juste... En plus, c'est magnifique de voir ces autres formes de vie, de voir ces 3,8 milliards d'années d'évolution qui sont juste là. Et nous, on passe en voiture et on regarde rien. Je trouve ça assez triste. Et se reconnecter à ça, je trouve que c'est une des meilleures pistes d'action qu'on peut avoir pour sortir de cette idée que la nature, les autres vivants finalement, sont là pour nous. Merci Victor. Donc c'est vrai qu'effectivement, on le voit d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'était intéressant d'avoir cet échange au sein d'un aquarium qui peut également poser question. Mais mine de rien, tu le disais, tu as la chance d'habiter aussi entre Paris et la Normandie. Moi aussi, j'ai la chance d'être en zone périurbaine, comme on dit, etc. Malheureusement, on a quand même une partie de la population qui est complètement déconnectée par son quotidien, on va dire, de cette belle nature. Donc ça, c'est vraiment le point fondamental, c'est de se réémerveiller, de se reconnecter et de reconsidérer finalement la nature et l'ensemble des sous-systèmes qui constituent ce grand système nature. La reconsidération à l'échelle individuelle, j'imagine malheureusement Sabrina que tu n'as pas l'occasion de travailler tout le temps avec des gens aussi déterminés et émerveillés que Victor. Comment on fait pour dépasser ce stade de la reconsidération et de l'inscrire finalement dans quelque chose qui va permettre légalement d'avancer? Écoute, détrompe-toi, il y a quand même plusieurs personnes qui ont envie de se réémerveiller et d'avoir une place en fait aussi pour ce lien à la nature. Et en fait, c'est assez représentatif. Notre droit, c'est notre projet de société. Donc nos règles sont aussi empreintes de cette logique d'appropriation. C'est ce que je disais quand je parlais de biens. Pour le moment, ce sont des biens plutôt que des sujets de droit. Et donc, ce qu'on peut faire pour répondre à ta question, c'est changer ce paradigme au sein de nos gouvernances, la manière dont on gouverne, parce que notre droit de l'environnement, il est dans la droite ligne de la manière dont on se comporte quand on ne fait pas attention à ce qui est autour de nous. C'est des règles qui viennent encadrer les usages, l'exploitation des humains, de la nature par les humains. Donc encadrer les loisirs en nature, encadrer
l'exploitation des ressources minières, halieutiques. C'est majoritairement en tout cas ce type de règles. Donc changer la dénomination dans nos textes de loi, voire dans nos textes constitutionnels, c'est vraiment un pas très important pour qu'on puisse agir collectivement, parce que ça permet aussi de donner en fait des armes égales à la nature. Parce que souvent, quand une prise de décision a lieu et que les intérêts de la nature sont en cause, c'est toujours la dernière roue du carrosse. Il y a tellement d'intérêts privés qui s'opposent à la protection de la nature pour elle-même que souvent, en fait, elle est relayée en dernier et on l'oublie tout simplement. Et il manque dans la gouvernance voilà, la gouvernance en général, cette voix, ces représentants, ces tuteurs, ces tutrices, on appelle ça comme on veut. Nous, on appelle ça des gardiens et des gardiennes de la nature, parce qu'on trouve ça parlant, mais en soi, le statut, il est à créer, et localement, on appelle ça des gardiens, et peut-être qu'un jour, nationalement, on appellera ça autrement. Mais l'idée, c'est d'avoir des tuteurs et des tutrices qui puissent porter la voix de la nature pour qu'on les prenne en compte pour de vrai. Donc il ne s'agit pas de toujours trancher pour la nature, pas du tout, mais on se rend compte que les armes sont inégales dans la manière dont on décide localement ou à l'échelon national. Donc ça, c'est un enjeu très fort et c'est ce sur quoi on essaie de travailler, notamment avec des expérimentations locales sur plusieurs parties du territoire. On a des sites pilotes et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont conscients de ça, qui ont envie de faire mieux, qui n'ont pas forcément les compétences juridiques, et puis parce que c'est aussi un sacré challenge que d'inventer ça. Même si ça s'est fait dans d'autres pays, ça demande de changer beaucoup de choses, donc c'est toujours assez impressionnant. Et on essaie de fédérer donc, des associations environnementales, des associations de pêcheurs, des élus volontaires, des municipalités parfois très, très dynamiques et très volontaires, oui, des parcs nationaux, pour écrire et consacrer localement sur un territoire auquel toutes ces personnes sont attachées, des droits de la nature. Et ça nous permet de démontrer que c'est faisable et que ça permet en fait une protection accrue et une prise en compte des intérêts de la nature. Donc ça, c'est un travail qu'on développe donc sur plusieurs sites pilotes, principalement de fleuves et de rivières sauvages pour le moment. Mais l'idée, c'est que ce soit étendu et que potentiellement, un jour, à l'échelon national aussi, on puisse en fait voir aboutir une évolution globale, quoi. Donc voilà, ça c'est un angle. Après, on travaille aussi sur d'autres choses. On forme les étudiants en droit, parce que la formation, la sensibilisation, donc c'est super. Je ne connais pas vos profils dans la salle, mais dans toutes les disciplines, c'est important qu'on comprenne, qu'on change en fait de paradigme et qu'on change notre rapport au vivant. Mais en droit, on essaye aussi de former les futurs avocats, les élèves avocats et les étudiants à cette interprétation du droit de l'environnement. Donc on organise annuellement un procès simulé pour travailler sur un véritable cas qui est soumis par des ONG partenaires, qui est donc analysé, décrypté pendant 1 an. Et ensuite on organise un procès fictif pour chercher comme ça des voies juridiques ambitieuses et faire évoluer notre droit. Donc ça aussi c'est un angle assez important d'essayer des choses, d'éduquer les générations qui arrivent. Enfin, c'est un peu bizarre en ayant mon âge de dire ça, mais c'est quand même un enjeu assez fondamental. Et je pense que tu ne me diras pas le contraire, Victor, même sur le côté éducation aux réalités biologiques, en fait, d'avoir conscience de tout ça. C'est une masse d'informations très, très forte, mais c'est indispensable d'échanger et d'avoir des plateformes pour en parler, quoi, très largement. Donc voilà. Et donc, peut-être pour vous préciser un petit peu ce travail de changement de gouvernance qu'on essaye de faire, donc c'est vraiment d'instaurer des gardiens et des gardiennes de la nature, comme je vous disais, pour que des personnes attachées à la nature, à un écosystème, puissent en fait passer à l'action et puissent se faire la voix aux côtés de scientifiques des intérêts de la nature. Et ça, donc localement, on se rend compte que c'est très important et les gens sont très demandeurs de ce rôle-là.
Alors c'est agir, donc c'est une façon d'agir, donc ça reconnecte là aussi avec le thème de cette 4e édition du Forum Le Monde Nouveau. Mais si je reviens sur les gardiens et les gardiennes, qui c'est exactement? C'est-à-dire, est-ce que là, dans notre salle, est-ce qu'on a des gens qui peuvent devenir gardiens ou gardiennes d'écosystèmes et de la nature, ou c'est quoi le profil? Intimement, bien sûr, ça c'est sûr. Après, dans un cadre comme celui sur lequel on travaille, donc ça va être quelque chose d'assez structuré. Donc ce qu'on essaye de créer, c'est des comités des gardiens et des gardiennes de la nature. Tout le monde peut être gardien dans les faits au quotidien, mais là c'est un statut légal dont on parle. Donc l'idée c'est de pouvoir créer des comités avec des personnes donc, qui ont la connaissance scientifique pour identifier les besoins de la nature, et des personnes volontaires qui sont aussi en fait capables de représenter les intérêts et la voix de la nature lorsque c'est nécessaire. Donc c'est un statut qui n'est pas le même selon les sites d'expérimentation dans lesquels on travaille, mais l'idée est totalement... Enfin, les personnes dans la salle peuvent totalement rejoindre des collectifs et des associations qui essayent de faire ce travail-là, ouais, complètement. Donc on rejoint là aussi à la fois la considération et la prise de conscience, et l'action individuelle et l'action collective. Ouais. Victor, avant de passer le micro dans la salle pour des questions, est-ce que tu veux revenir sur les actions individuelles et comment effectivement agir à son échelle? Ouais, je pense deux choses. La première, pour rebondir sur ce que tu as dit. En fait, ce qui est intéressant à regarder, c'est que finalement les luttes locales pour les autres vivants et pour ce qu'on appelle la nature, souvent c'est dans des peuples amérindiens, dans des peuples qui sont profondément connectés et qui sont en interaction constante, quotidienne avec ce monde. Et nous, en perdant cette interaction, finalement, c'est un peu, on protège ce qu'on connaît. Et si on ne connaît plus, voilà, je ne sais pas si vous connaissez les espèces d'oiseaux qui vivent à côté de chez vous. Si vous savez à peu près à quoi ils ressemblent et combien il y en a, mais finalement quand on commence à... Je vous avoue que moi c'est récent cette année, avant je les connaissais vite fait, mais je ne savais pas trop. Maintenant voilà, au début j'ai découvert les mésanges bleues, charbonnières, ensuite on découvre les pie-grièches un peu plus loin, on découvre les chouettes hulottes qu'on entend le soir, les chouettes chevêches, et finalement on se rend compte qu'il y a énormément de vivants autour de nous. Évidemment, il y a une grosse action pour remettre ça dans les villes, pour commencer à repenser des écosystèmes urbains dans lesquels on vit et où l'humain est dans cet écosystème en forte population et forte densité. Mais c'est totalement possible. Et donc, du coup, je pense qu'un premier levier qui est vraiment celui-là, c'est en fait, si on a envie de se battre, c'est parce qu'on connaît et parce qu'on est en interaction. Et nous, à se déconnecter du truc et avoir tout ça, à mettre tout ça dans la même boîte qu'on appelle la nature, finalement, on ne se rend pas compte de la valeur de ce qu'on perd. Enfin, on est entouré de plein d'autres créatures autrement prodigieuses. Nous, on a peut-être cette forme d'intelligence cognitive qui est intéressante, mais enfin, regardons les baleines, regardons les fourmis. Enfin, comment est-ce qu'on peut croire qu'on est plus spéciaux que eux, à quel moment cette notion de spécialité et de penser qu'on est assez unique pour se dire on est les humains, quoi, donc c'est bon. En fait non, on est tout aussi extraordinaire que les autres, parce qu'on a tous 3,8 milliards d'années d'évolution derrière nous qui ont fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et un point beaucoup plus pratique, beaucoup plus scientifique, mais qui est assez simple, c'est que si on regarde la planète et finalement l'impact que nous on a en tant qu'humains, il est énormément à travers notre alimentation. Et je m'explique. La planète, c'est 71% d'océans en termes de surface, 29% de continents. Il va y avoir un peu de chiffres, donc si vous voulez noter ou y aller doucement, je peux recommencer après. Mais bon, bref. Donc 71% d'océans et que 29% de continents. Sur ces continents, si on enlève tout ce qui est glaciers et déserts, qui sont ce qu'on appelle des terres inhabitables, et qu'on garde seulement les terres habitables, en fait, aujourd'hui, l'humanité, sur ces terres habitables, a rasé, voire modifié 50% de ces terres habitables pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise 1 mètre carré sur 2 des terres habitables pour se nourrir. Et là, vous allez me dire, mais Victor, de toute façon, il faut qu'on se nourrisse, donc il n'y a pas d'autre manière de faire. Et finalement, quand on regarde un peu plus loin, on voit que c'est 50%, donc c'est énorme. 1 mètre carré sur 2, c'est énorme. Et en fait, 83% de ces surfaces agricoles, c'est pour l'élevage. Et il y a une étude de l'université d'Oxford qui est sortie en 2018, qui est l'une des plus grosses études qu'on ait jamais fait sur les systèmes agricoles.
et qui a regardé 40 000 fermes dans 119 pays et qui a regardé comment est-ce qu'on produisait tous les produits qu'on consomme le plus. Donc il y a aussi bien le blé que le soja, que le bœuf, que le poulet. Et ils ont regardé toutes les différentes fermes, par exemple le bœuf en intensif, le bœuf en extensif, etc. Et en fait, ils ont montré, ils ont fait plusieurs scénarios à partir de ça, parce qu'ils ont regardé quelle surface ça prend, combien d'émissions de gaz à effet de serre ça émet, combien d'eau ça consomme, et après plein d'autres facteurs environnementaux, d'acidification des sols, d'eutrophisation, etc. Et il y a un scénario qu'ils ont fait, ok, si toute l'humanité passait à un régime 100% végétal, donc une alimentation totalement végétale, herbivore. Bon, déjà, ils ont montré que ce n'était pas un problème au niveau de la santé, enfin, il y a plein d'études qui montrent ça. En fait, on pourrait réduire ces surfaces agricoles de 76%. C'est énorme, c'est 3,1 milliards d'hectares. En gros, c'est à peu près la surface de l'Afrique, du continent africain tout entier. Et si on passe à un régime végétal, du coup, on réduit de 76% de nos surfaces agricoles, et ça laisse 76% pour les autres vivants. Et quand on sait que la première cause dont on a parlé tout à l'heure, c'est la destruction des habitats, bah en fait, il y a peut-être quelque chose à faire avec notre alimentation. On dit souvent qu'on est trop nombreux parce qu'on prend trop de place, etc. Mais finalement, notre place, c'est principalement à travers l'alimentation. Si on regarde les surfaces urbanisées sur ces terres habitables, c'est seulement 1%. Le reste, après, c'est des forêts, des savanes, etc. Donc du coup, vraiment, notre impact, il est sur l'agriculture. Et ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, on se dit, mais de toute façon, on ne peut pas nourrir le monde avec une alimentation végétale. Pourtant, aujourd'hui, donc c'est 83% d'élevage dans les surfaces agricoles. Ça fournit seulement 18% de nos calories et seulement 37% de nos protéines. Donc en fait, c'est les 17% restants de culture végétale, donc tout ce qui est maraîchage, etc., qui nous fournissent tout le reste, c'est-à-dire 63% de nos protéines et 82% de nos calories. Donc finalement, en fait, on est déjà en train de nourrir le monde avec une alimentation végétale. Il faut juste arrêter de garder ces petits compléments animaux qui finalement prennent énormément de place, détruisent énormément d'écosystèmes et en plus émettent énormément de CO2. Ils ont montré que même le pire soja qui est cultivé en Amérique du Sud et qui est emmené en France, si on prend 100 grammes de protéines de soja, il pollue moins que la vache qui est élevée localement et qui est tuée dans un abattoir local. Parce que en fait, l'alimentation végétale nécessite beaucoup moins d'intrants, beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de place, etc. Et donc du coup, voilà, eux n'étaient pas véganes. Hein. Quand ils ont commencé l'étude, ils n'étaient pas du tout, même pas végétariens. Et en fait, en se rendant compte de ça, ils se sont dit, ok, si on veut vraiment protéger la biodiversité, il y a un truc à faire, c'est d'arrêter ces animaux. Et pour les océans, c'est à peu près la même chose. Donc, comme on a vu, c'est la surexploitation, la surpêche qui est la pêche industrielle qui est un problème. La question, c'est est-ce que... parce que une pêche durable, c'est possible, c'est une pêche qui est artisanale, c'est une petite pêche pour un petit village, etc. Mais est-ce qu'on peut nourrir l'Europe avec une pêche artisanale ? En fait, on se rend compte très vite que non, 450 millions de personnes, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut nourrir Paris avec une pêche artisanale ? Oui, mais alors du coup, on prend toute la mer autour et on nourrit que Paris. Mais c'est pas ce qu'on veut. Et donc du coup, il va falloir vraiment revoir notre consommation parce que c'est notre premier impact sur le monde. Et je trouve que ça en dit beaucoup du coup sur notre rapport aux animaux aussi, sur ce prélèvement. Et moi, j'ai une honte quand je vois une honte d'être humain quand je vois les camions aller tous les jours à l'abattoir. Quand je vois j'ai visité beaucoup d'élevages intensifs, de choses comme ça où finalement l'animal a une valeur économique simple. Par exemple, le mouton vaut 80 €. Et si ça vaut trop cher de le soigner, hop, on doit l'euthanasier. Et ça nous fait vraiment poser des questions de quel rapport on va avoir à ces animaux. Et même si dans le rapport de force, on est dominant, c'est-à-dire qu'en fait, on gagne le rapport de force purement, est-ce qu'on a envie d'utiliser cette dominance dans le rapport de force pour exploiter, ou au contraire, est-ce qu'on veut utiliser cette dominance dans le rapport de force pour protéger ? Et je trouve que c'est une bonne question avec laquelle repartir. Avec laquelle repartir, pas tout de suite, puisque ce sera maintenant à vous de poser des questions. Notre chère Lucille est là. Comme nous, avec les spots, on ne vous voit pas tout à fait. Je vous laisse lever la main si vous avez une question et Lucille vous repérera. Alors, la question... Et si vous voulez poser des questions et me contredire sur ce que je viens de dire, le débat est ouvert. Alors, je ne vais pas te contredire, pas du tout, hein, mais j'aimerais revenir sur un point, effectivement. Donc, vous avez
finalement tous les deux parlé de changement de paradigme à l'échelle collective bien évidemment, mais également changement de regard que nous devons porter chacun sur ce qui nous entoure. Au-delà finalement de la nature, comme tu le disais, c'est finalement une reconsidération de ce qui nous entoure au sens global. Un point que tu as évoqué en introduction, Victor, c'est parce que pour rappeler ta formation, parce que tu restes quand même étudiant encore pour l'instant, rappelle-nous ce que tu fais. Je suis en master d'écologie de la conservation. Donc c'est un master entre Sorbonne, le Muséum national d'histoire naturelle et AgroParisTech, qui s'intéresse, c'est pour faire de la recherche en écologie et en climatologie. Et ce que tu disais en introduction, c'est qu'effectivement, on tend à ultra protéger, c'est-à-dire à ultra conserver finalement, et donc là aussi à créer une sorte de déconnexion entre les humains et le reste des êtres vivants. Ce qui est intéressant dans le domaine scientifique, c'est qu'avant, on voyait vraiment la conservation comme une sanctuarisation des espaces. C'est-à-dire que nous, on a notre endroit où on vit, et on va sanctuariser, on va faire des sanctuaires pour les animaux. Aujourd'hui, en fait, la conservation, comme on la connaît aujourd'hui et comme elle est théorisée notamment par François Sarrazin sur la conservation évocentrée, en fait, va vraiment faire une conservation qui est beaucoup plus sociologique, parce que c'est plus une sanctuarisation, c'est comment est-ce qu'on cohabite. Et donc du coup, c'est drôle parce qu'il y a une limite un peu à la science qu'on est en train la science de mon master par exemple, c'est que en fait, nous on est assez limité parce que finalement, c'est plus de l'ordre des écologues, c'est de l'ordre de toute la société de se réorganiser pour apprendre à cohabiter, pour réellement faire de la vraie conservation. Parce qu'un sanctuaire, les meutes de loups qui habitent en France vont pas juste respecter les limites du sanctuaire. Parce que leur volonté, c'est de se disperser, parce qu'il y a une nécessité d'existence de l'espèce qui fait qu'il y a une dispersion qui est nécessaire. Et donc, du coup, il va falloir réellement réapprendre à cohabiter, et on sort vraiment de cette conservation qu'on avait un peu avant, qui était, on met les animaux, on met les trucs dans des sanctuaires, dans des aquariums, dans des zoos, comme ça on peut les regarder pour nous, ils sont là que pour nous. Et voilà, alors qu'aujourd'hui, il faut apprendre à les considérer un peu plus. Non pas forcément à égal à l'humain, juste considérer qu'il y a d'autres espèces, il y a d'autres manières d'être vivant qui méritent autant d'admiration et de respect que la nôtre. Et donc du coup de réfléchir à comment est-ce qu'on cohabite, et pas juste comment on fait en sorte qu'ils soient là pour nous, on les met un peu dans les aquariums, dans les trucs, et voilà quoi. On a une question sur la gauche, je crois, de la salle. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Oui, du coup, j'avais une question concernant le paradigme de l'agriculture. Quels sont les leviers du coup politiques pour changer en profondeur le système agricole et même de l'élevage ? Parce qu'on voit que c'est pas durable. Comment on fait pour le changer profondément ? Je pense que c'est comme toutes les questions sociétales de comment est-ce qu'on change. Il y a plusieurs échelles. Le premier, en tant que consommateur, c'est simple. Tant qu'on continue à donner de l'argent à ce système, évidemment que le système va être perpétué. Donc la première chose, c'est d'essayer de désinvestir ces systèmes pour essayer d'aller investir d'autres systèmes. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième, c'est d'avoir une pression politique sur les décideurs, d'avoir des trajectoires d'ici 2050, d'ici 2080, non seulement simplement d'un point de vue climatique, même si on ne veut pas reconsidérer notre rapport au vivant. L'impact de l'agriculture est tellement important qu'il va falloir qu'on revoie ça. Donc essayer de trouver faire pression sur les gouvernements pour végétaliser un peu partout où on peut, dans les cantines, dans les restaurations, etc. Favoriser ce genre d'alimentation. Et après, il y a aussi, après je pense que dans le droit, il y aura des choses à faire aussi. Et il y a aussi tout un impact de transition et d'accompagnement des éleveurs, des agriculteurs, mais aussi de gens. En fait, si on veut une réelle transition agricole, en vrai, il va falloir qu'on soit beaucoup plus nombreux à remettre les mains dans la terre. Mais d'un point de vue purement des fermiers actuels, des éleveurs, etc., il va falloir aider non seulement avec la politique agricole commune et faire pression sur ça, mais aussi permettre à des associations qui existent déjà aujourd'hui, comme ReFarm, qui aident des éleveurs qui en fait en peuvent plus d'envoyer leurs animaux dans les abattoirs, alors que beaucoup d'éleveurs de vaches laitières, par exemple, qui en fait apprennent à aimer ces animaux parce que chacun a sa personnalité, chacun a son caractère, etc., et qui ont créé un vrai lien avec eux jusqu'au jour où il y a une réalité économique qui les rattrape. Il faut les envoyer à l'abattoir. Et il y en a beaucoup qui n'en peuvent plus de ça parce que c'est un poids moral. Et nous, en tant qu'humains, on a des liens de compassion, d'empathie envers ces animaux.
Et donc, du coup, cette association aide ces éleveurs à faire une transition vers des cultures, par exemple, plus végétales. Bon, on n'est pas sur le bon système encore, parce que ça reste de la monoculture, par exemple, pour faire de l'avoine et du lait d'avoine. L'impact écologique est bien moindre, mais ça reste de la monoculture. Et voilà. Mais je pense que c'est une bonne manière de voir les choses. Et après, je pense qu'il y a, au final, et là, moi, je veux dire ça maintenant, parce que c'est vrai qu'on est tous là en tant que consommateurs, on a un rôle énorme à jouer dans ça, avec notre argent. Tous les jours, on décide, mais pour les animaux, mais pour tout le reste, pour toute l'écologie, soit on donne notre argent à Intermarché, soit on donne notre argent au petit maraîcher qui vient de se lancer à côté. C'est vraiment à qui on veut donner notre argent. Ça commence par là, et après, il y a comment est-ce qu'on s'organise en collectif pour essayer d'imaginer d'autres manières de vivre et d'autres manières de consommer aussi. Et il va nous falloir aussi beaucoup plus de gens qui remettent les mains dans la terre. Ouais, peut-être juste pour compléter, clairement notre pouvoir d'achat c'est un pouvoir, donc il faut l'utiliser à bon escient. Et après, là encore, le droit doit évoluer pour favoriser les bonnes pratiques, parce que pour le moment, là encore, les bases légales ne valorisent pas en fait l'agriculture raisonnée, enfin en tout cas pas à sa juste mesure, et défend des intérêts agro-industriels. Qui nous mènent dans le mur. Donc il y a aussi une réforme de fond du droit à mener, ce que font beaucoup d'associations, qui essaient de sensibiliser là-dessus et de faire évoluer le cadre légal européen. Mais c'est un enjeu fondamental aussi sur le plan légal. Je crois... Oui. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Si, on vous entend. Merci déjà pour votre intervention, c'était super intéressant. Moi, j'avais une question encore sur l'agriculture et notamment au niveau de l'élevage. Est-ce qu'il faut totalement abandonner toutes les formes d'élevage et même les élevages qui sont en complémentarité avec la nature justement, Baptiste Morisot, il parle de ça, d'alterpolitique et de cohabiter avec les animaux. Il y a des élevages où justement les vaches elles permettent d'entretenir aussi la montagne ou les prairies. Est-ce que ce genre d'élevage-là, on ne pourrait pas le conserver et même si il y a un échange qui se fait entre l'agriculteur et l'animal, mais est-ce que ce type d'élevage pourrait rester ou est-ce qu'il faut abandonner tout et végétaliser absolument tout ? C'est hyper intéressant. Déjà, je pense qu'il faut qu'on se remette dans le contexte actuel. L'Europe avant la révolution agricole était recouverte à 80% de forêt. C'était un énorme stock de carbone, c'était un énorme stock de biodiversité, de plein de formes de vie qui y habitaient. En France, par exemple, aujourd'hui, plus de 50%, 54% à peu près du territoire sont des terres agricoles. Donc en fait, on a rasé énormément. Bien sûr, la forêt revient en France parce qu'il y a encore plus. Il y a toute une histoire de la forêt en France qui est extrêmement intéressante. Mais donc déjà, cette idée d'entretenir les espaces ouverts, etc. Il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Il faut aussi comprendre que par exemple, on a des ongulés sauvages, c'est totalement normal dans un écosystème forestier, même avec des clairières, etc. Il y avait par exemple des bisons jusqu'au 5e siècle en France qui ont été décimés à cause de la chasse, à cause de l'agriculture. Et eux servaient un rôle énorme d'entretien de ces espaces parce qu'ils ouvraient, c'était des espèces ingénieurs qui ouvrent les milieux en abattant des arbres, etc. Et c'était un écosystème qui était à l'équilibre finalement parce qu'il y avait aussi beaucoup de prédateurs comme les loups, etc. qui réintégraient cet écosystème. Je pense qu'il faut qu'on aille vers une transition. Si pour l'instant on arrive dans un monde où évidemment il n'y a que les petits éleveurs dans les montagnes, on aura gagné. Mais la réalité aujourd'hui est tout autre et il ne faut surtout pas, il y a un gros danger par rapport à ça, c'est se dire de toute façon finalement il y a quand même des petits éleveurs qui font les choses bien, donc du coup je peux continuer. En réalité 95% des cochons par exemple en France sont d'élevage intensif et pour moi il y a un vrai enjeu de effectivement, ça dépend pourquoi on veut le faire. Si on veut le faire d'un point de vue éthique, il y a un questionnement de mise à mort de l'animal si ce n'est pas une nécessité parce qu'on peut se nourrir autrement. Si c'est une question écologique, effectivement, on peut clairement continuer certains types d'élevage. C'est pas un problème. Et après, pour des raisons de santé, c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment la question de pourquoi est-ce qu'on veut le faire et surtout pas que ce soit un leurre pour nous dire on peut continuer de consommer parce que finalement, le petit éleveur dans la Drôme, il est pas mal. Mais déjà, je pense que c'est important aussi de nous reconnecter à ces animaux-là, parce que je sais que beaucoup de personnes, s'ils devaient tuer les animaux qu'ils mangeaient, finalement, le feraient pas.
Donc dans ce rapport à l'animal, c'est intéressant d'un point de vue éthique. Après, juste pour finir sur le point de vue écologique, en fait, entre une prairie et une forêt, une prairie à l'année, ça stocke environ 9 tonnes de carbone par kilomètre carré. Une forêt, ça en stocke 90 tonnes. Donc c'est pas exactement la meilleure stratégie qu'on peut avoir d'avoir plein de prairies, sans compter les vaches qui sont sur cette prairie. Et aujourd'hui, en France, on a 19 millions de vaches à peu près. Évidemment que tout le méthane et tous les gaz à effet de serre qui sont émis ne sont pas négligeables. Donc c'est une grosse question. On ne peut pas juste, je pense, être dans le noir ou dans le blanc. C'est beaucoup plus complexe, mais il ne faut pas se leurrer avec cette idée que finalement, parce qu'il y a des petits éleveurs qui existent, on peut aller au resto et manger sans réfléchir finalement à l'impact de notre alimentation. Lucille, oui. Une autre question. Oui, c'est plus une remarque. Merci beaucoup déjà pour l'intervention. Vous parliez des gardiennes locales, au final, en tout cas à des niveaux sur des grandes instances. Je pense qu'il y a aussi des luttes qui sont plus locales, notamment en ce moment, on parle du Lien au nord de Montpellier, où justement, en fait, on va de nouveau bétoniser des grandes zones sur une durée hyper longue, dans un espace qu'on connaît comme étant un hotspot de biodiversité. Est-ce qu'on a un moyen d'agir autre que de faire de l'activisme ? Est-ce qu'on a des manières de faire et comment vous les encourageriez ? Voilà, en tout cas, il y a des luttes qui se mettent en place. Il y a un rendez-vous en octobre, notamment pour lutter contre le lien. Est-ce que pour faire gagner 10 minutes de voiture, est-ce que c'est vraiment idéal, en plus de continuer à la course au carbone ? Voilà, il y a plein de choses à se réfléchir là-dedans et d'avoir des instances qui participent à ça, ça peut être super chouette. Merci. Merci pour ta question. Merci de mettre le point du coup sur cette lutte locale. Oui, alors l'idée d'un comité d'acteurs qui serait gardien de la nature, c'est aussi qu'il intervienne en amont, avant qu'on soit déjà sur un conflit ouvert. Et c'est ça aussi toute l'ambition, c'est qu'on ne soit pas constamment en train d'utiliser l'étape finale du droit. Parce que quand on va devant une juridiction, c'est quand le droit est inefficace, quand il est malade. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi avant à avoir les règles appropriées pour gérer le problème. Donc cette idée de créer des gardiens de la nature légalement comme ça en tant que structure, c'est vraiment pour qu'elle intervienne en amont. Après les angles, les voies possibles autres que l'activisme, c'est les voies légales quand on en est là, clairement. Donc de se fédérer en association, en collectif, pour pouvoir aussi porter une voix commune plus forte, pour pouvoir aussi créer des alliances et de passer à... Il y a aussi un peu le côté passer de l'anxiété à l'action, construire quelque chose ensemble et se battre en commun. Donc moi, je peux juste vous recommander d'agir localement, de vous exprimer, d'exprimer la voix des écosystèmes qui sont en danger et qui ne peuvent pas se représenter eux-mêmes. Parce que nous, on est en train de créer des comités des gardiens et des gardiennes de la nature, mais pour le moment, il faut que ce soit des associations locales, ce qu'elles font d'ailleurs très souvent, qui apportent cette voix et qui la défendent avec les voix qui sont pour le moment disponibles. Et il y en a. Elles sont perfectionnables et c'est ce sur quoi on travaille, mais il y en a quelques-unes. Donc voilà, d'agir, de se fédérer et de ne pas lâcher, parce qu'après, on peut... L'idée, parfois, quand même, on a plusieurs exemples où, quand on a la plateforme de discussion avec des élus et d'autres personnes qui semblent en opposition, on peut arriver à s'accorder. On a aussi une démocratie un peu malade et des difficultés à avoir ces moments d'échange. Mais il faut qu'on travaille tous aussi à ça, à arriver à discuter en amont et à faire changer vraiment notre rapport au vivant, en fait, au sein des institutions, à toutes les étapes, quoi. Voilà. Merci. Je vous propose effectivement de terminer sur cette belle conclusion. En quelques mots, c'est interroger notre rapport au vivant, c'est interroger notre rapport à soi déjà, aux autres, et effectivement à ce qu'on veut faire de tout ça. C'est un petit peu ce que j'ai envie de partager avec vous pour conclure. Donc on l'a bien vu, grâce à vous, si on veut construire un futur désirable, enfin, et se projeter notamment sur un monde nouveau, il va falloir revoir un petit peu tout ça, reconsidérer et terminer aussi sur cette belle idée de cohabitation
et de coexistence finalement avec l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent. Un grand merci à tous les deux. Merci Victor, merci Sabrina. Je vous invite effectivement à les remercier chaleureusement par vos applaudissements. Merci à vous également. Et vous nous avez laissé de très belles pistes pour la prochaine masterclass qui aura lieu à 18h30 sur les nouveaux récits ou comment effectivement redéfinir le monde de demain. Merci à tous.